et bienvenue Guillaume Niclou. Merci. Bienvenue dans ce cycle de masterclass. Vous êtes réalisateur, scénariste et romancier. Alors ça fait presque 30 ans, je regarde, que vous construisez une œuvre cinématographique qui est formellement assez éclectique, mais qui, quand on se penche un peu dessus, peut révéler une forme d'unité assez troublante. Alors vous avez démarré par un cinéma assez expérimental, avec des scénarios, je crois, vous allez en parler avec nous, nés de l'écriture automatique. C'était Les Enfants volants, La vie crevée. Puis vous vous êtes lancé d'une certaine manière dans un cinéma un peu de genre, en changeant beaucoup de genres. Il y a eu la comédie un peu noire, c'était Le Poulpe, c'était Holiday. Il y a eu le drame, Il ne faut pas rire du bonheur. Ensuite, vous investissez plus frontalement un genre particulier qui est celui du polar. C'était au début des années 2000 avec une trilogie, 3 films, Une affaire privée, Cette femme-là, La clé en 2007, qui a un beau succès public, qui est une forme de résolution de ce triptyque où vous ne donnez pas toutes les clés, pourtant. Entre-temps, vous réalisez une grosse production, Le Concile de Pierre, avec Monica Bellucci et Catherine Deneuve. Et puis, vous revenez à d'autres types de films. Un film politique pour Canal+, c'était L'affaire Gorgi. En 2013, il y a La religieuse, qui est une adaptation formellement très maîtrisée du roman de Diderot. Et puis vous enchaînez avec un film qui est très différent, un faux documentaire, qui fait une très large part à l'improvisation, qui est L'enlèvement de Michel Houellebecq. Ça, c'était pour Arte. Et vient ensuite Valley of Love, avec Isabelle Huppert, sélectionnée en compétition officielle au Festival de Cannes. Et Gérard Depardieu, qui va devenir un collaborateur très régulier, finalement, et qui l'est encore toujours, puisque vous tournez votre 16e film avec lui, The End, qui ne sort pas en salle, qui sort en e-cinéma. Et vous le retrouvez pour Les Confins du Monde, qui est votre dernier film, qui a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs en 2018, qui est sorti cet hiver sur la guerre d'Indochine, et qui inaugure une nouvelle collaboration avec Gaspard Ulliel. Et Gaspard Ulliel, il tient le premier rôle dans une série que vous réalisez pour Arte, qui sera, je crois, très vite sur nos écrans. Il était une seconde fois, où là, il est question de voyage dans le temps. Bon, je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas cité tous vos films. Vous êtes un cinéaste qui tournait beaucoup, de manière très fréquente et très dense. Vous êtes très éclectique à la fois, on l'a dit, sur les genres, sur les formats, sur les lieux de diffusion aussi. Il y a du e-cinéma, il y a de la télévision, il y a le cinéma, le grand écran. Il y a certains motifs récurrents, on va en parler, vous me direz si vous êtes d'accord. L'irruption du surnaturel, de l'irrationnel parfois, un travail très important sur le son, sur la musique, qui plane, on peut dire, imbibe quasiment tous vos films. Une place très large accordée dans vos derniers films, surtout au paysage, et des méthodes qui vous sont très particulières et dont, par ailleurs, les acteurs avec qui vous travaillez parlent souvent. Alors, l'objectif de cette masterclass ce soir, aujourd'hui, c'est de comprendre essentiellement comment vous travaillez. Mais avant ça, on a coutume de commencer ces masterclass avec la question de la vocation. Est-ce que vous croyez à la vocation ? Et vous, quand on lit vos interviews, Guillaume Niclou, on a l'impression que cette vocation du cinéma, vous l'avez eue très tôt, et même qu'elle est venue remplacer, se substituer une autre vocation, la vocation religieuse. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas ce que c'est vraiment la vocation. C'est quoi pour vous? Pour moi, c'est rien. C'est l'idée que peut-être on était destiné, ou en tout cas qu'on s'imagine qu'on est destiné à quelque chose au cinéma. Est-ce que vous aviez cette idée-là, vous ? Voilà, donc c'est pas mal de définir au départ, si on est d'accord déjà sur le mot, parce que... Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous lisez. Parce que vous avez parlé de vocation religieuse. Oui, mais c'est malgré tout un conditionnement qui est lié à notre éducation, qui est lié à ce dont on dispose comme savoir chez ses parents, à l'école, enfin dans un contexte quand même qui oriente déjà au départ une espèce de conditionnement, un intérêt qu'on peut porter ou à la littérature ou au cinéma. Moi, j'ai surtout découvert, en dehors de la petite enfance, où là, j'ai vu mes premiers dessins animés, que ce soit Bambi ou les Aristochats ou Dumbo, mais j'ai réellement découvert le cinéma par le biais de la télévision. C'est-à-dire que c'est vraiment en regardant à partir de 9-10 ans le cinéma de minuit et le ciné-club, qui étaient vraiment les deux espaces où je pense qu'on n'a jamais eu autant de possibilités de découvrir le cinéma dans toute son ampleur, enfin de Charlie Chaplin à Paul Vecchiali, en passant par des cycles Léo McCarey ou Bergman,
voilà, il y avait la possibilité de se plonger dans un univers qui était très foisonnant pour une jeune personne qui découvre vraiment les images et les émotions au travers de ce média. Donc ensuite, il y a eu le voyage jusqu'au cinéma, qui est celui qu'on peut découvrir lorsqu'on est face à l'image dans une grande salle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens de votre génération qui ont grandi avec les mêmes émissions que vous et qui ne se sont jamais dit « je vais être réalisateur ». Sans doute. Oui, c'est possible. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir réellement choisi, curieusement, parce que j'ai toujours été fasciné par cet hypnotisme-là, en fait, parce que ça agit vraiment comme de l'hypnose pour moi, le cinéma. C'est quelque chose qui vous plonge dans un drôle d'état de fascination qui peut être rompu par l'ennui, par la non-adhésion à ce qu'on vous impose. Mais alors que la littérature, d'une certaine façon, elle est plus vaste. Vous devenez metteur en scène de ce que vous lisez. Là, on vous impose la mise en scène, donc on est obligé de regarder. Donc il y a une fascination qui agit directement dans le regard et qui vous oblige finalement à rentrer dans le voyage qu'on vous propose. Et je pense que dès le départ, j'étais intrigué, voilà, et fasciné sans comprendre d'ailleurs ce que je voyais très souvent. Mais je me souviens très bien des chocs, en effet, quand j'ai pu découvrir... Quel choc, par exemple? Freaks, de Top Browning, que j'ai découvert très tôt, je crois que j'avais 9 ans, où le manuscrit trouvé à Saragosse. Donc c'est des chocs visuels très très violents, parce que je me souviens très bien que je ne comprenais pas tous les enjeux qui étaient montrés, mais il y avait quelque chose de vraiment fascinant dans cette découverte. Et les choses se sont imposées, je dirais, naturellement. En fait, évidemment, j'ai choisi d'aller dans cette direction, mais j'ai pas eu l'impression d'hésiter à un moment donné avec autre chose. Donc, je n'ai pas été confronté à un choix, en fait. Je me suis rapidement dit que j'avais pas le choix et que c'était une ligne droite qui pouvait s'arrêter brutalement. Hein. Mais comme j'ai pas eu non plus l'attirance pour l'école ni pour l'assistanat, je me suis confronté très tôt à ce que l'objet cinématographique représentait. Mais j'ai utilisé un autre biais pour l'approcher le plus vite possible, qui est celui du théâtre. C'est ça, parce que... Pour découvrir ce qu'était la gestion de la scène, le rapport avec les comédiens, le rapport à l'écriture. Donc je me suis préparé, en fait, par ce biais-là. Très jeune, donc ça, c'est 20 ans. Vous recevez une bourse? Non, le théâtre, c'est plus tôt. C'est plus tôt? Oui. Oui, c'est plus tôt, parce qu'avec 2 amis, on a monté une compagnie de théâtre. Et j'y ai adapté des auteurs que j'aimais beaucoup. Maurice Ponce. Oui, Copy, Maurice Ponce, ou des classiques, Sophocle. Et puis j'ai écrit moi-même, ce qui m'a permis d'être boursier du Centre national des lettres et de pouvoir commencer à presque, pas en vivre, mais en tout cas avoir l'espérance de pouvoir continuer et peut-être d'être à plein temps dans cet espace de création. Je reviens quand même un petit peu à ça, parce qu'il y a un épisode que vous racontez souvent, que vous, à 18 ans, alors que vous n'habitez pas du tout à Paris, vous allez voir Kieslowski, le réalisateur, dont vous vous rendez compte par les pages jaunes qu'il habite pas loin de chez vous. Sulawski, pardon. Eh ben, j'ai eu la mauvaise information. 18 ans, ça montre quand même une forme de détermination. Vous trouvez un ami qui a le permis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes allé voir quelqu'un en lui disant « Moi, je suis un jeune homme de 18 ans et je veux faire du cinéma ». Oui, mais j'ai été par un autre biais. Je l'ai approché par la littérature, parce qu'en fait, il venait de sortir un bouquin sur Gilles de Rais, et j'étais très, très intrigué par d'abord Jeanne d'Arc, par l'histoire officielle de Jeanne d'Arc. Il se trouve que j'ai ensuite découvert une autre histoire, une histoire moins religieuse concernant Jeanne d'Arc, avec des faits historiques assez troublants, et que j'ai ensuite découvert Gilles de Rais, finalement. Donc ça m'intriguait beaucoup, en dehors du fait que j'étais totalement admiratif des films de Zulawski, notamment L'importance est d'aimer et Possession. Et quand j'ai découvert qu'il habitait pas très loin de chez moi, j'ai demandé à un ami
voilà, de m'accompagner. Et puis on est arrivé dans son village. À l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques. Donc je l'ai appelé. Vous voulez que je poursuive, que je Oui, bien raconte sûr. l'histoire? Oui. Je l'ai appelé et puis il était assez surpris, pas forcément très chaleureux, mais il m'a dit de passer. Donc sa maison était à je sais pas, une cinquantaine de mètres. J'ai frappé, il nous a ouvert. Il avait déjà commencé un repas assez alcoolisé. Il nous a fait asseoir dans la cuisine, il a débouché une bouteille de vin et puis on l'a bu, tout en parlant de cinéma. Et évidemment, il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais. Et il me l'a fortement déconseillé. Et je l'en ai toujours remercié parce qu'il m'est arrivé de le croiser à différentes reprises et il se souvenait de cette visite. Pourquoi vous êtes reconnaissant de ce conseil de ne pas faire de cinéma? Parce que j'avais sans doute l'esprit de contradiction et puis c'était une façon peut-être de me dire que si tu veux vraiment le faire... Mais c'était peut-être sa façon à lui. Je ne pense pas que j'adopterais le même comportement. Mais en tout cas, ça m'a stimulé. Ça vous a stimulé, en fait. Ouais. Pas très longtemps après, vous avez commencé à faire du cinéma. Quelques années plus tard. Oui. Et c'est un cinéma très expérimental au début. Expérimental parce que c'est la quête, par le manque de moyens. Non, mais parce que j'y connaissais rien. En fait, ce que je souhaitais, c'était apprendre en faisant. Donc, j'ai quand même fait appel à quelqu'un dont j'appréciais beaucoup le travail, qui avait marqué également ma cinéphilie par la découverte du Mépris de Godard, où j'avais vu ce chef opérateur, cette espèce de mise en abîme, avec cette gueule incroyable. Et je m'étais dit, oui, si je fais un film, si j'arrive à faire un film, j'aimerais bien que ce soit ce mec-là qui m'aide à le mettre en image. Donc vous êtes un très jeune réalisateur, vous n'avez pas fait d'école de cinéma, et vous contactez le chef opérateur de Godard, de Schoenhofer, en lui disant « J'ai 22 ans, j'ai un scénario, j'aimerais que vous fassiez le film ». Ouais, c'était un peu avant même. Et il m'a dit « Oui, envoyez-le moi ». Puis il m'a rappelé, il m'a dit « Écoute, allons-y ». Alors, très bonne question. Comment est-ce que ce début en cinéma, cette entrée dans le cinéma, vous le dites, vous découvrez, vous pensez aujourd'hui, encore aujourd'hui, influence votre manière de faire du cinéma? C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites du cinéma? Aujourd'hui? Oui, on va parler d'une façon totalement différente qu'il y a 30 ans, 20 ans et 10 ans. Parce que plus j'avance dans les films, et plus j'essaie de désapprendre finalement à chaque fois, de façon à me retrouver dans un espace de liberté, avec l'acceptation de la contrainte, puisque c'est ça qui est extrêmement jouissif, mais en tout cas d'essayer de me débarrasser le plus possible du sillon qu'on creuse à chaque fois, tout en essayant de maintenir un lien avec tous ces films, et de permettre que chaque film nourrisse quelque chose d'autre, tout en essayant de s'en détacher. Donc c'est un rapport un petit peu particulier, paradoxal, mais curieusement, lorsque ce sont des décisions qui ne sont pas forcément rationnelles, mais qui obéissent plus à des pulsions et à un désir qui n'est pas forcément très réfléchi, on atteint finalement un noyau dur qui permet de découvrir vraiment son sujet quand on se met à le raconter, en fait. Et de moins décider, en fait, au départ de la... C'est un processus assez particulier. Alors évidemment, vous avez cité des films où, que ce soit dans l'écriture ou dans la préparation, ça demande évidemment plus de temps. Que ce soit, vous avez cité La Religieuse ou Les Confins du Monde, c'est des films évidemment où les décors, ou le fait l'un d'entre eux soit une adaptation ou que l'autre soit un film lourd, il y a des une figurants. Écriture multiple au fil des ans, suite au repérage au Cambodge ou au Vietnam. Et puis, il y a eu aussi la rencontre avec Gérard qui a vraiment insufflé un sens un peu différent au film et je devais rentrer en fait en production et j'ai demandé à Sylvie Piala, la productrice, d'attendre encore parce que je souhaitais écrire un rôle pour Gérard et que ça allait modifier évidemment toute la mécanique scénaristique. Donc, c'est là où le film s'est
c'est orienté dans quelque chose de peut-être plus radical, de plus épuré, où la quête existentielle a pris beaucoup plus de poids. Bon, très bien, alors parlons d'écriture. Je fais juste une parenthèse, et pour nos amis, est-ce que vous pouvez rapprocher un tout petit peu votre micro? Rapprocher le micro. Voilà, ouais, Oui. je pense que c'est mieux. C'est une parenthèse que nous couperons. Voilà. Mais je le pose quand même sur mon ventre, parce que Allez-y. c'est plus reposant. C'est plus reposant. Ouais, c'est confort comme ça. Ça va pas être très élégant à l'image, mais c'est confort. Et parlons d'écriture, là vous venez d'aborder effectivement des films très différents. L'écriture chez vous, vous venez de nous parler des désirs de films, les idées, les désirs ou les projets, j'imagine qu'ils viennent pas du tout de la même manière quand on adapte effectivement La Religieuse, qui est un livre de Diderot, ou quand vous faites Valley of Love. Alors La Religieuse, je fais un rappel, Religieuse c'est ce roman de Diderot avec cette Suzanne Simonin, qui est envoyée dans un couvent par sa famille. Il y a le roman de Diderot, il y a eu un film de Rivette, il y a eu le vôtre, avec, par exemple, des modifications assez substantielles. Vous rajoutez des personnages. Ça, c'est un travail d'adaptation. Et puis, il y a un film comme Valley of Love, qui met en scène Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, dont les personnages s'appellent Isabelle et Gérard, qui partent sur la piste d'un fils qui s'est suicidé. Et ça, c'est une idée, je crois, beaucoup plus impulsive. Oui, oui. Comme certains autres films, que ce soit L'Enlèvement de Michel Houellebecq, The End, ou cet Extra dont je viens de terminer le tournage, voilà, c'est des films qui se déclenchent d'une façon beaucoup plus spontanée et qui justement ne permettent pas... qu'on n'a pas besoin d'infuser. Et c'est une dynamique vraiment différente parce que le film se fabrique beaucoup plus au moment, en fait, où les choses se créent, puisqu'il y a une impulsion comme ça, une dynamique assez violente, mais extrêmement stimulante aussi, parce que c'est des régimes différents. Et j'aime bien osciller, en fait, avec entre ces les deux modes opératoires qui sont très opposés, où c'est comme la course d'un marathon et un sprint, en fait. Donc on ne dégage pas la même énergie, c'est pas le même plaisir. C'était quoi la question? La question, c'est justement, je vais l'enchaîner, c'est quoi votre mode opératoire dans le cas d'un film, par exemple, comme La Religieuse ou comme Les Confins du Monde, où vous avez un sujet. Alors, très concrètement, vous avez cette idée, vous vous mettez à écrire quand, vous vous renseignez comment, c'est quoi, s'il y en a, des étapes, si on prend ces deux exemples-là. La Religieuse... précisément, je ne sais plus. Mais c'est plus intéressant, enfin ma réponse est plus intéressante, je crois, que de trouver le bon moment, parce que c'est forcément un jaillissement qui arrive d'une façon un peu bizarre. Il se passe quoi? Vous l'avez lu quand, La Religieuse de Diderot? J'ai lu très jeune, très très jeune, et c'est un bouquin qui m'avait marqué, vraiment. Et je ne l'ai jamais vu comme un roman anticlérical. Je n'ai pas vu du tout cette dimension dont Rivette a fait vraiment le fer de lance du film. Mais moi, j'ai perçu autre chose qui me semblait beaucoup plus proche d'une héroïne héroïque aussi, qui comme ça affrontait, refusait l'hégémonie masculine, le diktat, le patriarcat, voilà tout ça. Donc c'est dans ce creuset-là que j'ai préféré avancer. Et c'est des films au long cours qui se construisent petit à petit. Donc et dans ces cas-là, c'est un autre chemin, parce qu'en fait, il faut trouver sur la longue durée l'intérêt qui vous permet d'avoir la même motivation et d'être toujours dans le désir. C'est pour ça que souvent, c'est intéressant de lutter contre son scénario afin d'y trouver des angles plus incertains, plus inattendus, et de laisser une zone d'ombre qui vous permet que vous pourrez nourrir encore pendant le... Mais encore une fois, ça m'est totalement propre. J'ai pas du tout il n'y a pas de théorie derrière tout ça. Hein. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez lent, en fait. J'ai découvert ce processus au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous écrivez, puis vous réécrivez. Il y a combien de temps entre les deux? C'est très variable. Il n'y a pas de schéma type.
The End est très particulier parce que c'est Gérard qui interprète mon propre rôle dans un de mes rêves. Donc l'écriture même du film, je crois, tient en 25 pages. Et en combien de temps, du coup? Très peu de temps? Oui, parce qu'ils sont faits comme ça, dans une dynamique. Et puis c'est un personnage tout seul dans une forêt, donc déjà ça simplifie quand même pas mal l'infrastructure du film. Hein. Cet extra, j'ai mis plus longtemps à l'écrire, même si le scénario, pareil, était sous une forme novélisée. Cet extra, c'est donc ce film que vous avez tourné cet hiver, qui est un film où Michel Houellebecq et Gérard Depardieu sont dans une balnéothérapie à Cabourg, ensemble. Oui. Alors, c'est une question qui m'intéresse. C'est un film qui est assez cousin, même si on ne l'a pas vu. Vous êtes en train de le monter, c'est ça? Vous avez terminé? Oui. C'est un film qui est un peu cousin dans la promesse de ce que vous avez fait avec l'enlèvement de Michel Houellebecq. Alors, question fatidique, l'enlèvement de Michel Houellebecq, qui est donc ce film où Michel Houellebecq, c'est un faux documentaire. Je ne sais pas, vous allez me dire comment vous le définissez. À quel point il était écrit, ce film? Parce qu'il y a Michel Houellebecq et il y a beaucoup de comédiens non professionnels. Concrètement, le scénario de l'enlèvement de Michel Houellebecq... Les non professionnels dont vous parlez sont finalement des gens qui étaient déjà présents dans La Clé, qui est le film qui clôt la trilogie de Noir. Et ce sont les mêmes ravisseurs que ceux qui enlèvent Guillaume Canet et Vanessa Paradis, dans cette même maison. Donc c'est vrai que j'ai souvent tendance à demander aux personnes que j'ai appréciées, qui ont tenu un rôle dans un film, de reprendre leur rôle lorsque l'habit le nécessite. Donc là, en l'occurrence, les trois ravisseurs, j'ai tout de suite pensé à eux lorsque le film s'est construit. Et après, concernant le documentaire, moi j'ai un point de vue un petit peu particulier sur le genre même du documentaire, parce que j'ai toujours considéré que le documentaire est une fiction. Donc après, de quelle façon on habille, de quelle façon on se sert de l'appellation documentaire, c'est autre chose. Là, l'intérêt, il me semble, c'était de proposer à Michel l'alibi de la fiction pour finalement être débarrassé de la structure très rigide que peut représenter le documentaire lorsqu'on pose des questions comme ce qu'on fait là, actuellement. Si on était déguisé, ce serait peut-être plus drôle avec les gens autour. Mais là, du coup, avec Michel, il s'est senti complètement libéré de cette contrainte-là. Et l'alibi fictionnel permet justement de se débarrasser et d'être finalement dans un autre espace de jeu qui est simplement celui de la saillie verbale ou de la provocation. C'est-à-dire qu'il a pu montrer une facette plus inattendue où l'émotion et où la colère font partie aussi de ce qu'il est. Donc le scénario, je pose la question, concrètement, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a des situations, Michel est en bas de chez lui, Michel s'en va, Michel dîne. Qu'est-ce qui a écrit dans ce scénario que vous devez vendre à des producteurs aussi à un moment donné quand même. C'est plus tordu que ça, en fait. C'est plus pervers. Parce qu'il y a un document avec des choses très précises. Voilà, Michel fait ci, Michel fait ça, il rencontre un tel, il parle de ça, il lui dit ça. Et puis il y a ce qui se passe au moment où on tourne, où moi je donne des indications à certains, pas à d'autres. Et puis il y a ce qui naît de tout ce qui est mis en place. Ce que vous pouvez appeler l'improvisation. Donc c'est un mélange de ces trois choses. Pour un film comme Les Confins du Monde, qui donc se passe pendant la guerre d'Indochine en 1945, qui est un film où vous avez beaucoup de figurants, on va reparler évidemment de la place du tournage, mais en termes d'écriture, c'est pas du tout le même trajet, j'imagine. Non. Non. Et puis les écritures, elles sont aussi multiples. C'est-à-dire qu'il y a des films qui se construisent vraiment en trois étapes bien distinctes, qui est celui de l'écriture, du tournage et du montage, où les films peuvent se réinventer à chaque niveau, en fait. Enfin, au deuxième et au troisième. Mais encore une fois, c'est pas du tout une obligation. Là, moi, je vous parle juste de de la façon dont je me sens le plus juste en fabriquant de cette manière. Et ça, je l'ai découvert peut-être puisqu'il y a eu cette parenthèse de 10 années où j'ai exploré le film de genre et où le noyau dur et cette espèce de couche qui est noyée un petit peu dans les structures d'enquête ou d'intrigue sont moins apparentes. Elles étaient là, mais mes premiers essais cinéma obéissaient
au même procédé, c'est-à-dire vraiment avec une écriture automatique de façon à découvrir finalement quelle était l'essence même de ce qu'on raconte en la racontant. C'est ce que j'ai essayé de proposer aux élèves pendant cette quinzaine d'années d'intervention à la FEMIS. C'était de leur permettre de désapprendre finalement ce que parallèlement les enseignants leur proposaient, mais de faire appel à quelque chose de beaucoup plus spontané, qui n'était pas réfléchi, mais qui leur permettait d'être surpris par ce qui allait se passer sur le papier. Concrètement, vous ne faites jamais de plan, par exemple, de scénario, même quand on parle de la fameuse trilogie, une affaire privée. Qu'est-ce que vous appelez des plans de scénario ? Est-ce que vous faites un plan ? Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il y a sur votre papier ? Est-ce qu'il n'y a que ce qui vous vient, ou est-ce que vous prévoyez qu'il y aura un début, une fin, qu'il faudra l'écrire ? Vous travaillez comment ? Vous vous mettez à table, il se passe quoi ? C'est très aléatoire. Avant, c'était voilà, un papier, un crayon. Maintenant, c'est plus à l'ordinateur. Mais je ne sais jamais quel va être le premier mot, ni la première phrase, et ce qui sera écrit derrière la seconde page. Mais on a malgré tout parfois des repères. Vraiment, ça dépend. Il n'y a pas de règle. J'essaie de ne pas avoir de règles, en fait. Voilà, c'est surtout ça. J'essaie de ne pas me censurer sur la façon de laisser venir à moi les images ou certaines séquences, ou ça peut être des phrases, ça peut être des visages d'acteurs, ça peut être une peinture, ça peut être... Quand vous écrivez, c'est ça que vous pouvez voir, par exemple ? Comment ? Quand vous écrivez, c'est ça que vous pouvez voir ? Un visage d'acteur, une peinture ? Oui, ça peut. Oui. L'envie d'un acteur peut me donner envie d'écrire quelque chose. Après, c'est la vie du cinéma. Les acteurs peuvent être remplacés. Enfin, personne n'est irremplaçable. C'est ce qui est agréable aussi dans le cinéma. C'est que on peut prendre la place de n'importe qui et se faire remplacer par n'importe qui. Il y a une forme de violence. Vu que si on considère que c'est un art, ce qu'il est, c'est un art qui est fait à plusieurs, avec un chef qui a l'impression d'être un chef, mais qui peut rien sans les autres. Donc c'est quelque chose de très mouvant aussi. C'est qu'est-ce qu'on accorde aux personnes avec lesquelles on travaille, de quelle façon le maillage et le tissage de ce que chacun apporte influe sur votre travail. C'est très trouble, c'est très poreux, tout ça. Mais en même temps, c'est assez... Si on veut bien s'abandonner à... justement pas au rôle de réalisateur, mais plutôt à quelque chose qui est beaucoup plus indéfinissable, qui est le rapport troublant entre des personnes qui essaient de fabriquer une vérité à partir du mensonge. Donc c'est ça qui est paradoxal finalement dans le cinéma. C'est de mentir le plus sincèrement possible et d'essayer de proposer un voyage avec que du faux. Là, vous parlez d'abandon, et en même temps, vous le dites d'ailleurs dans plusieurs interviews, le fait d'avoir choisi pendant longtemps le film de genre, c'était aussi une manière d'avoir des contraintes. Oui, mais puis je le vivais différemment. C'était très confortable parce que les choses sont plus réglementées. À partir du moment où on essaie de boucler une structure et où nos points d'appui sont bien ancrés avec des passages obligés. C'est autre chose que de se laisser guider par finalement ce qu'on essaie de ressentir et les émotions qui sont beaucoup plus... Alors là, ça paraît un petit peu... Ça se construit quand même. Quand je parle de Valley of Love, le film s'est construit. Mais l'envie naît à un moment précis qui n'obéit pas à la volonté de raconter telle histoire. C'est plus quelque chose de très impressionniste et comme une fulgurance qui arrive et puis on se dit « Ah, alors ça a l'air de me concerner, je ne sais pas pourquoi, mais ça me concerne. » Et c'est cette justesse-là, en fait, qui est très dure. Et je ne fais pas de séparation de genre. Là, on parle de la fabrication, donc c'est une fabrication qui m'est totalement personnelle, mais j'ai découvert au fil des films que c'était celle qui me convenait le mieux, pas parce que c'est la plus confortable, parce qu'elle est très inconfortable, mais c'est parce que c'est la plus jouissive et la plus fascinante à travailler. C'est d'accepter justement de s'abandonner au maximum, ce qui est l'inverse que de ce qu'on impose au réalisateur, qui est de tout maîtriser et d'avoir des réponses à tout. Moi, je n'ai aucune réponse avant de tourner. Donc c'est ce qui peut en effet dérouter certains acteurs, c'est de pas leur donner
la réponse à leurs doutes et à leurs inquiétudes. Mais je leur dis également que j'en ai. Mais l'intérêt, c'est quand même d'accepter l'idée qu'on est un petit peu plusieurs en nous. Et ce serait absurde de penser toujours la même chose et de s'obliger à maintenir une volonté qui vous enferme, en fait, et qui vous empêche de ressentir des choses très différentes selon les moments. Donc, et je sais que vous allez me répondre non à cette question, vous n'avez pas de rituel d'écriture. Vous n'avez pas mis en place, vous avez peut-être déconstruit des situations dans lesquelles vous vous sentez mieux pour écrire? Non. Vous n'écrivez pas le matin, ni le soir, ni à des endroits précis? Non. Une question quand même, il y a une place très forte de la musique dans votre œuvre. C'est le cas pour beaucoup de gens, mais vous c'est particulièrement prégnant. Par exemple, pour Valley of Love, il y a un thème qui revient strictement tout le temps et qui est extrêmement présent. Est-ce que vous travaillez au moment de l'écriture avec de la musique? Très souvent. Et cette musique-là ne se retrouve pas toujours dans le film. Il se trouve que le morceau dont vous parlez, la question sans The réponse Unanswered Question de Charles Ives, oui, et ça a été vraiment le morceau qui m'a accompagné pendant l'écriture, pendant le tournage, et puis qui s'est retrouvé vraiment interprété 2 fois dans le film. Ouais. Et il y a des fois où vous écrivez avec une musique et puis c'est plus celle-là? Oui, oui, très souvent. Exemple? Oui, parce que la musique existante, par exemple, je sais pas, la musique de Philip Glass. Finalement, j'ai jamais monté un seul morceau de Philip Glass. Il a failli faire la musique d'un de mes films, mais ça s'est arrêté là. On peut parler du coup du tournage, parce qu'effectivement, vous dites « je n'ai pas de réponse » avant le tournage. Par obligation, je suis obligé d'en donner. Je suis même parfois obligé de mentir. Parce que je ne peux pas non plus pousser le bouchon trop loin, donc j'invente des trucs. Oui, parfois, oui. En sachant déjà que vous les trahirez? Bien sûr. Oui, je ne suis pas totalement idiot quand même. Oui. Oui. Alors, Sylvie Piala, qui est ma productrice depuis qu'on a fait 7 ou 8 films, ou bientôt 8, elle me connaît quand même, elle sait aussi que quand je dis que je ne sais pas, il n'y a pas de rétention d'informations, mais c'est parce que ça fait partie de la façon dont j'aime fabriquer, et puis elle m'accompagne avec dans ce mouvement un peu incertain, mais où finalement, qui me semble pas si... ça me semble pas si flou en fait, de dire qu'on ne sait pas à un moment donné, où ce serait absurde de dire qu'on sait. Et c'est un art lourd, le cinéma, très cher, très engageant. C'est pour ça. Pardon ? C'est un art très lourd, finalement, le cinéma. Oui, c'est lourd parce que c'est cher, c'est un art cher, c'est un art qui demande beaucoup de corps de métier et beaucoup d'engagement pour tous les gens qui participent. Et c'est surtout un art qui demande d'avoir du talent à heure fixe. C'est quand même assez absurde. Parce que quand vous construisez un meuble, vous pouvez vous reposer, boire un café, partir, vous promener. Le cinéma, non, il y a une contrainte financière qui fait qu'il faut... c'est fortiche quand même. Il y en a, ils ont du talent à heure fixe, ils y arrivent. Mais parce qu'il y a aussi je pense il y a quelque chose d'assez mental aussi dans la manière d'approcher cet objet-là. Moi, je m'estime extrêmement chanceux de pouvoir pratiquer de cette façon et que les gens me fassent confiance pour que de tels projets qui parfois tiennent en 2 lignes puissent exister et avoir la confiance des techniciens et des acteurs qui participent. Alors parlons du tournage justement. Vous ne faites donc pas de répétition, vous ne faites pas de lecture, absolument pas, avec vos comédiens avant. Vous le dites partout. Non, je ne le dis pas partout, je vous le dis quand on me pose la question, mais ça paraît tellement incongru que... Non, mais je pose la question. Non, non. Ça me vient pas à l'idée, en fait, d'essayer de répéter des choses dans un espace factice qui n'est pas celui dans lequel on va tourner. Et comme ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer au moment où les choses se produisent et d'inventer ensemble, tout ce qui serait fait au préalable... J'ai le sentiment que ça tuerait mon désir, en fait. Mais
J'adore des films qui sont extrêmement répétés en amont. Donc ça n'a rien à voir avec le plaisir que je prends à voir d'autres films. Mais me concernant, c'est de cette façon-là que je me sens le plus libre et que le plaisir est le plus intense. C'est vraiment de découvrir au moment où on fabrique les choses. Et donc, la question de la direction des acteurs, ce terme, est-ce qu'il vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous dites à vos acteurs ou qu'est-ce que vous ne dites pas à vos acteurs? Au moment de la clé, par exemple, Guillaume Canet a dit souvent que vous ne disiez ni action ni coupé et que c'était très déroutant pour lui. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Mais vous dirigez ou pas? Qu'est-ce que vous dites à vos acteurs quand vous commencez une scène? Ça dépend. Ça dépend ce qu'on tourne. Je dis, on va y aller. Ou t'as bien dormi, ça va non, on se met au travail. On se dit, allez, on va y aller. Puis des fois, quand... c'est une question d'humeur aussi. Moi, j'essaie de... C'est ça qui est un peu contradictoire, encore une fois. Si on a la possibilité d'avoir cette souplesse, un petit peu de se dire, on va le faire quand on le sent, on va s'y mettre quand on a l'impression... C'est un peu troublant, hein. Un peu troublant, donc Alors ça ne correspond pas forcément au schéma habituel où en effet on est là, paf, on discute du personnage. Moi je ne discute jamais du personnage parce qu'à partir du moment où la personne accepte le rôle que je lui propose, elle est le personnage, puisque je lui ai proposé. Donc j'ai pas besoin de lui expliquer. L'explication elle est dans son oui ou dans son non. Après on met un costume, puis on essaie d'inventer au moment où ça se passe. Voilà, c'est ça qui... Après, je réagis souvent, on essaie des choses, mais ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas. Mais on discute de plein de choses, sauf du personnage, et puis j'essaie le moins possible de l'histoire aussi. Ça ne veut pas dire que je ne réponds pas aux questions lorsqu'ils m'en posent. Si j'ai la réponse, je leur donne, mais il ne faut pas que ce soit une réponse que j'essaie de maintenir le plus longtemps possible, pas en secret, mais quelque chose qui se fabriquera au moment. C'est pour ça que j'essaie de tourner le plus souvent en continuité, de façon à laisser les imprévus et les propositions qui peuvent nourrir au fil du film les intentions du personnage et certaines situations. Est-ce que quand vous tournez, donc on sent bien que ce moment du tournage il est crucial, une scène démarquant, elle s'arrête quand? Et est-ce que vous refaites beaucoup les scènes? Est-ce que vous retournez? Il y a des réalisateurs qui retournent 10, 15 fois la même scène. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de retourner. Oui, bien sûr. Parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir capté ce qui nous paraît essentiel. Sauf que le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est des images qu'on met bout à bout. Et parfois, on se trompe. On met une telle énergie dans un plan parce qu'on a l'impression que... Sauf que ce plan-là, en soi, il n'a aucune signification. Il a de l'importance par rapport à ce qui le précède et ce qui suit. Donc parfois, on peut être très déçu par un plan où on se dit « je l'ai foiré, c'est pas bien, il n'y a rien ». Sauf qu'il prend du sens une fois qu'il est monté. Donc des fois, on se trompe, on met beaucoup d'énergie dans quelque chose qui finalement n'a pas cette importance au moment du tournage, mais la prendra plus tard. Et ça s'apprend. Moi, j'ai découvert ça assez tardivement. Je suis très lent, en fait. Je suis pas... C'est pour ça que j'ai toujours envie de faire des films. C'est parce que j'ai l'impression que je m'améliore un peu. Que je pars de loin. Toujours pour en revenir au montage, vous êtes où quand vous tournez sur le plateau? Est-ce que vous avez un endroit où vous êtes Oui, en tournage. J'essaie d'être là. Enfin, j'essaie d'être là, présent, quoi, dans l'instant. Voilà, c'est ça qui est compliqué, en fait. Mais physiquement, j'ai envie de dire. Très bêtement. Je suis pas loin. Hein. Là, sur le dernier, j'étais très proche parce que j'avais une des caméras. On était 4 cadreurs.
Donc, Vous avez cadré donc sur cet extra oui. à Cabourg. Et sinon, je suis pas loin. Mais j'aime pas tellement cadrer. J'aime pas du tout même. Pourquoi ? Parce que ça tue la magie pour moi. J'aime pas trop me rapprocher de la caméra. Comme je vois pas les rushs, j'aime découvrir. C'est un moment un truc un peu d'enfant. Hein. J'aime pas trop voir ce qu'il y a à l'intérieur. On m'a appris à charger un magasin, mais j'ai jamais recommencé. Parce que je vois la construction et la magie se coupe, quoi. Donc, vous le dites, vous ne regardez pas les rushs ? Non. Au fur et à mesure du tournage ? Ah non. Non. Bon, ben là, puis le monteur est dans cette salle, qui m'accompagne depuis 20 ans, donc il sait que je ne mens pas là-dessus. Guy Lecorne, votre monteur, qui commence à monter sans vous ou pas, pendant le montage ? Oui. Bah oui, parce que lui, il a les images très tôt, et puis il commence à assembler des choses. Ouais. Et ensuite ? Ensuite, j'arrive, et puis là, on s'y met ensemble. Hein ? Pour en revenir au tournage, vous travaillez souvent avec ce que vous appelez un directeur artistique, Olivier Rado en l'occurrence sur vos derniers films. Normalement on dit chef déco, ça c'est un poste qui existe beaucoup aux États-Unis, pas beaucoup en France. C'est quoi le rôle d'un directeur artistique ? Il est garant d'une certaine manière de quoi ? Pourquoi c'est important d'avoir ce poste-là, vous, sur vos films ? C'est quelqu'un qui endosse d'une façon un peu plus large ce qui est dans le film, c'est-à-dire que il est présent. Il est là. Des fois il fait rien, des fois il prend la bouteille, il la met là, puis il revient, il la remet là. Il touche un prix pas possible pour faire ça. Mais par exemple, sur un film comme Les Confins du Monde, ou comme La Religieuse, qui en plus ont chacun des contextes historiques compliqués, il est garant de quoi ? De l'unité ? Ça vous rassure ? Vous pourriez juste avoir un chef déco. C'est même, il est là très tôt. Là, par exemple, j'ai un projet de film dans lequel il est intervenu très tôt. On a choisi des images pour l'intégrer dans une espèce de présentation de film, comme ça, pour donner une ambiance, pour donner une impression. Donc ça peut être très très en amont. Et quasiment au moment de l'écriture, quoi. Même avant, puisque là, il s'agit en effet d'un projet de film que j'aime et que je n'écrirai que dans quelques mois. Donc là, il y a un espace de... là, pour le coup, d'infusion. C'est-à-dire que je m'interdis un peu de commencer à l'écrire pour l'instant. Je le laisse vivre indépendant. Voilà. Il n'est pas encore fixé. Il continue à faire sa vie en vous. Oui, c'est ça. Et ça, c'est assez curieux, parce que Michel Houellebecq l'explique assez bien dans l'enlèvement. Le moment où il y a Maxime Lefrançois lui demande comment il fait pour écrire, et il dit qu'il attend. Il dit il attend que les choses arrivent, en fait. Et souvent, on a plutôt tendance à chercher et à essayer de stimuler l'imaginaire en se demandant quelle idée je vais pouvoir trouver. Et parfois, ça vous conditionne, justement, et ça vous interdit le moment où la chose arrive sans savoir pourquoi. Et cet instant-là, il est fascinant, parce que lorsque ça arrive, il arrive pas de quelque chose qui est sur le devant de la tête, ça vient derrière. Donc c'est presque plus fort que vous, et ça s'impose d'une façon qui peut être un peu violente, qui peut faire peur, mais c'est finalement ce que vous avez au plus profond de vous. Donc après, ça prend la forme que vous voulez. Ça peut être une comédie, ça peut être un film noir, ça peut être un film de guerre, mais malgré tout, ce désir-là, il est fascinant, parce que justement, c'est ce que vous ne pouvez pas rationaliser. Donc c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de traiter le mystère, quand même, il me semble. Pour en revenir à l'écriture, et puis là on va aborder la question de la post-production, où il est question de collaboration. Vous l'avez dit, tout ça est très collectif aussi. Vous avez quand même collaboré avec pas mal de gens sur des scénarios, sur La Clé, vous étiez 2, sur Les Confins du Monde aussi, vous étiez 2. C'est important, la collaboration, parce que là vous nous racontez une aventure très individuelle. Ces collaborateurs,
Vous les voyez comment au moment de l'écriture? Et puis ensuite, Guy Lecorne au montage, qui est présent dans cette salle, avec qui vous travaillez depuis quasiment 20 ans. Le montage, c'est de l'écriture aussi. Concernant l'écriture, c'est particulier aussi, parce que vous avez pris l'exemple de la clé, je me suis retrouvé bloqué, j'ai demandé à Pierre Trévilic de m'aider. Et donc souvent, c'est des gens à qui je donne le document, qui réagissent dessus, que je récupère. Voilà, c'est une espèce d'effet miroir qui permet de dynamiser quelque chose ou un blocage que vous avez. Et je fais appel en fait à quelqu'un pour résoudre ou améliorer ce qui me semble totalement impossible à surmonter seul. Et des gens qui n'ont pas la même culture ni ou les mêmes structures d'écriture que vous. Oui, 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 mais ce ne sont jamais des écritures à quatre mains. C'est toujours... Vous n'écrivez pas ensemble. Non. C'est un aller-retour. Oui, ça peut être 2 allers-retours, ça peut être 3, ce qui s'est passé sur les confins. Mais non, c'est pas une écriture commune. Parlons du montage, justement. Il y a quand même une grande fidélité donc, à Guy Lecorne, mais globalement, vous avez des équipes avec qui vous travaillez de manière assez récurrente. Pourtant, vous refutez d'ailleurs le terme de... Je vous ai entendu dire dans des interviews que vous n'aimiez pas ni le mot famille de cinéma, ni le mot monde de cinéma. Mais vous avez quand même des gens avec qui vous travaillez et à qui vous accordez votre confiance. Je n'ai jamais dit ça. C'est vrai ? Non. Vous l'avez dit. Non, j'ai peut-être dit que je ne faisais pas partie d'une famille de cinéma, parce que je fréquente pas tellement les gens du cinéma, mais non, on peut avoir l'impression que c'est une famille, mais quelle est la question? C'était vous avez finalement votre famille de cinéma, même si ce terme ne vous plaît oui, pas. Oui, on peut dire ça comme ça, oui, même si c'est quand même pas une famille. Hein. C'est pas ça une famille. On est d'accord. C'est quoi alors, Guy Lecorne, avec qui vous travaillez depuis 20 ans? Justement, quand vous commencez le montage et que vous lui confiez des rushs que vous-même, vous n'avez pas vus. Que ce soit Guy Lecorne ou même Olivier Dohu, qui est là aussi, qui s'occupe de toute la partie sonore du film, ou Olivier Rado, ce sont des partenaires indispensables. Moi, je suis prêt à repousser un film si je ne les ai pas avec moi. Alors que, curieusement, le chef opérateur n'est pas du tout là. C'est quelqu'un que je choisis assez tard, souvent. Et j'essaie de ne pas le choisir trop tôt aussi. Enfin, je choisis, il me choisit en même temps, hein, mais parce que c'est vraiment le poste qui, au moment du tournage, vous place ou dans le confort ou dans l'inconfort. Et prendre quelqu'un avec lequel j'ai pas travaillé depuis longtemps, ou ça, du coup, il y a quelque chose qui vous oblige à ne pas mettre de chaussons, en fait. Ça vous déplace un peu. Donc c'est vrai que pour les confins du monde, j'ai demandé à un chef opérateur dont j'avais vu aucun film et que j'avais pas rencontré. Original. Mais et en même temps, il m'était conseillé par un ami, donc je trouve ça plutôt sympa de procéder comme ça. Sur le montage, est-ce que c'est un moment où vous êtes tout le temps présent? Est-ce que c'est un moment où il y a de la bataille? À quel point l'écriture du film se fait au montage chez vous? On va peut-être parler de différents films, parce que j'imagine que c'est pas la même chose pour Les Confins du Monde et L'Enlèvement de Michel Houellebecq, mais... Non, mais finalement, on le réinvente quand même d'une certaine façon au montage, parce que c'est très particulier sur Les Confins du Monde, parce qu'il y a des scènes qui n'étaient pas prévues, qui ont été tournées, qui sont devenues les scènes finalement les plus emblématiques du film, parce que très importantes à un moment donné. La scène d'ouverture des Confins du Monde, je crois, n'était pas prévue. C'est une scène où on voit Gaspard Ulliel assis sur un banc. Il est derrière lui, on voit son régiment, des personnages qu'on va découvrir ensuite. C'est une scène qui à la fois ouvre et qui clôt le film, dans 2 sens différents. Ça, c'est une scène, au moment où vous la tournez, vous savez, ou vous sentez que vous allez vous en servir au montage de manière cruciale, ou finalement pas du tout, et c'est au montage que vous comprenez? Non, il se trouve que le brouillard s'est levé à ce moment-là, on avait un peu de temps, et puis j'ai demandé juste à Gaspard de s'asseoir, et puis on a filmé. Non, il n'y avait aucune certitude que ce plan se retrouverait dans le film. Mais après, j'ai une mémoire assez défaillante quand même, où
Parce que justement, Guy Lecorne, j'ai raconté l'histoire d'un des plans du film où je pensais que le moment où Gaspard Ulliel attend dans la grotte, je pensais ne pas avoir dit couper, ne pas avoir dit on s'arrête. Et je pensais que la pellicule avait décroché. Et il m'a dit que non. Il m'a dit non, à un moment donné, tu as dit c'est bon, on s'arrête. Moi, je ne m'en souvenais pas. Voilà. Et ça vous a ennuyé au montage ou pas, du coup? Ça m'a ennuyé? Non, pas du tout. Non. Non, mais comme on m'a demandé, on m'a posé la question, je crois que c'est pour les commentaires du DVD. Donc voilà, j'ai menti. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que la pellicule s'était décrochée. Et en fait, Guy m'a dit, parce que Guy a monté les images de l'entretien, qu'il a fait tout seul. Moi, je ne les ai pas vues. Et puis il s'est rendu compte que vous aviez menti. Oui, il m'a dit, tu as menti. Voilà. Vous tournez en pellicule, c'est une question importante. Vous tournez en pellicule et vous tournez souvent avec les mêmes objectifs. Je crois que dans La Clé, vous tournez tout le temps avec le même objectif. Oui, qui est un 40, qui correspond à peu près à la vision de l'œil humain. Mais après, c'est particulier parce que l'image est enfermée dans un cadre également qui est souvent celui du scope ou du 240. Donc ça vous permet quoi? C'est quand même c'est une certaine posture de ne pas changer d'objectif. Qu'est-ce que ça permet ou qu'est-ce que... En fait, c'est lié beaucoup à l'éloignement de l'objectif par rapport au personnage que je filme, sauf si c'est un décor où on filme un paysage. Mais c'est la proximité de la caméra avec la personne qui est filmée. C'est la bonne pour vous? Oui, il y a quelque chose qui me pousse à garder cette distance. Mais c'est pas... sur La Clé, c'était très conceptuel dans la mesure où j'ai dit au chef opérateur qu'il ne disposait que de 3 sources de lumière et qu'on filmerait avec un objectif sans pied. Donc il y avait une volonté d'inscrire le film dans une facture visuelle un peu particulière. Mais ce qui n'est pas très novateur du tout même. Mais c'était pour avoir le maximum de souplesse et de liberté au moment du tournage. C'était surtout pour ces raisons-là. Justement, peut-on parler simplement de l'enlèvement de Michel Houellebecq, qui est donc un film que vous avez tourné en l'ayant finalement très peu écrit. J'imagine que le montage est un moment décisif. Il y a des scènes dont on sent qu'elles ont duré beaucoup plus longtemps. Il y a une scène cruciale de repas entre Michel Houellebecq et ses ravisseurs. Cette scène-là, par exemple, on sent que c'est un vrai repas, qu'ils sont vraiment en train de boire. Elle est assez longue dans le film. En vrai, elle a duré combien de temps? À quel moment est-ce que... Il y a 3 repas. Il y a 3 repas. En général, les repas duraient 2 à 3 heures. Oui, c'est ça. À 2 à 3 heures. Oui. Donc le montage devient un moment... Donc il ne reste des repas que une dizaine de minutes à chaque fois. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment vous choisissez la dizaine de minutes au montage? Ça, c'est une lente décomposition jusqu'à essayer de trouver ce qui nous semble le plus juste, le plus jubilatoire, ce qui s'inscrit le mieux à ce moment-là, de garder des moments à la fois savoureux ou touchants, ou qui proposent parce que les personnages racontent et parce qu'ils produisent à l'image, d'essayer de capter une émotion et de la rendre la plus acceptable possible sans aller trop loin. C'est toujours ça, la difficulté, c'est de s'arrêter au bon moment, où la rétention est assez même agréable, où on s'interdit d'aller plus loin, même si c'est bon, parce qu'on sort au plus haut, sur la crête. Donc c'est ça qui est parfois plus dur à trouver. C'est le moment où on sort. Ouais. Vous faites souvent des fins ouvertes sur vos films. Les fins de vos derniers films, en tout cas, sont assez ouvertes. Et le spectateur est laissé à imaginer des choses. Et parfois, on a la sensation, puis j'ai lu que vous finissez par monter des résolutions qui n'étaient pas forcément écrites. Mmh. Ça vient quand? Tournage, montage, par exemple, Les Confins du Monde? Les Confins du Monde, c'est montage. C'est montage parce qu'il y avait une autre fin. Mais l'autre fin, la fin alternative est dans le DVD. Non, mais les films mutent.
C'est vraiment, c'est ce qui est très intéressant au montage, c'est de ne pas forcément enfermer son film quand il est tourné pour accepter ces conditions-là aussi de modelage. Et c'est de le redécouvrir et de le poursuivre d'une certaine façon, de lui donner un autre élan, que la matière continue d'être vivante. C'est ça en fait, de lui permettre de continuer de grandir en espérant l'améliorer, mais de proposer finalement un objet qui a muté par rapport à l'outil scénaristique de départ. Est-ce que justement, vous avez, Guillaume Niclou, l'habitude ou pas de revoir vos films? Est-ce que vous regardez vos films? Vous parlez de matière vivante. Une fois qu'ils sont sortis, comment vous les regardez? Non, je ne les regarde pas. Non, je ne les ai jamais revus. Mais là, je souris pour autre chose parce que, évidemment, Guy, qui est là aussi, veut toujours que je voie le film à un moment donné. Il veut toujours. Et c'est vrai que je ne les vois... maintenant, je les vois une ou deux fois. Même fini, vous les voyez qu'une ou deux fois? J'essaie, oui. Vous essayez de voir vos films? Oui, je vois au montage une fois, j'essaie. Voilà. Puis au mixage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous sentez qu'il est fini, Oui, c'est fini. il n'y a plus de Enfin, pour désir. moi, c'est mort. Le regard du spectateur sur vos films, les gens qui voient vos films, les gens qui en parlent, la diffusion dans les festivals, etc. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que le spectateur, est-ce que vous y pensez à un moment donné, dans l'écriture et ensuite après, est-ce que son regard vous intéresse? Bah oui, oui, j'y pense. J'y pense. C'est pas lui qui détermine le choix, mais j'y pense. Oui. J'y pense. Oui, parce que cet objet-là, il est fait pour être vu, donc on y pense. Forcément, à un moment Est-ce que ça vous donné. intéresse, par exemple, ce que les gens voient dans vos films? Oui, bien sûr. Je suis toujours très intrigué par la compréhension ou la résolution qu'ils vont en donner. Oui, oui, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Même si pour moi, c'est voilà, c'est passer dans le regard de l'autre. Donc c'est ça qui devient intéressant. C'est plus le film. Le film, il n'existe plus. Mais je le fais. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de le voir vivre dans le regard de l'autre, oui. Et de m'apercevoir que les personnes ont des compréhensions différentes. Les gens ont des compréhensions différentes? Ah oui, souvent. Par exemple, ça vous intéresse de savoir ce que le public a pu imaginer de ce qu'il est arrivé à votre personnage dans Les Confins du Monde, Robert Tassen? C'est une fin un peu ouverte. Bien sûr, oui, oui. Un des débats les plus intéressants que j'ai eu, c'était avec... c'est une salle remplie de psychanalystes, où là, c'était intéressant de voir qu'en effet, chacun avait des interprétations possibles, différentes, et que ça laissait résonner d'autres interrogations, et pas simplement... où là, le sens du « je ne sais pas » prend du sens. C'est-à-dire que ça devient une vraie réponse au « je ne sais pas ». Et puis parce qu'après, on poursuit. Mais démarrer par « je ne sais pas », c'est plus intéressant, finalement. Est-ce que la question de la postérité, de la reconnaissance de vos pairs, vos films, ils sont très régulièrement sélectionnés dans les festivals. Ils ont valu d'ailleurs à leurs interprètes divers prix, mais c'est des films importants. Par exemple, La Religieuse, c'est un film important pour Pauline Etienne. La Clé, c'est un film important pour Guillaume Canet en tant qu'acteur. Est-ce que la reconnaissance de vos pairs, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous traverse ou pas? Vous en auriez besoin? En fait, j'ai eu un problème dès le départ. C'est que cette reconnaissance-là dont vous parlez, qui, pour un jeune réalisateur, est celle d'avoir un bon papier dans les cahiers, dans Libération, voilà, tout dans ces, on va dire, les cercles, voilà, qui vous permettent d'exister. Ben, je l'ai eu assez tôt. Donc j'ai pas eu j'ai pas eu le temps de rechercher cette chose. On me l'a donné très vite. Donc du coup, je n'ai pas été totalement vampirisé par cette volonté de maintenir ce lien. Mais je suis toujours attentif. Et
Je ne lis pas forcément les articles, mais en tout cas, je suis très à l'écoute de ce que l'attaché de presse, évidemment, va me dire sur voilà, la vie de la presse. Alors vous enseignez, vous avez enseigné pendant longtemps à la FEMIS, c'est fini ou ça continue? C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'enseigner, ou en tout cas de transmettre, de faire travailler les étudiants? La question de la transmission. Je me mettais moi-même dans le jeu de l'apprentissage de l'objet qui était d'apprendre en écrivant et de les accompagner dans l'écriture en leur permettant d'accéder à un espace qui n'était pas celui de l'imagination forcée, mais au contraire de quelque chose qui pouvait sortir d'une façon parfois j'ai essayé de leur permettre d'inventer un film sans obligation de raconter une histoire précise, mais en laissant beaucoup plus l'inconscient prendre le dessus. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune réalisateur qui viendrait vous voir, comme vous êtes allé voir Zulawski quand vous aviez 18 ans? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ou est-ce que c'est absurde d'en donner? Là, c'est absurde de vous répondre, parce que vous n'êtes pas cette personne. Il faudrait qu'il vienne sonner chez moi et puis qu'il me demande à un moment donné, parce qu'encore une fois, 1 heure après, si je suis mal luné ou si au contraire ça va bien, j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous aurez peut-être une panne de désir? Ça vous est arrivé, je crois, dans votre carrière. Il y a eu 2 ans où vous n'avez fait qu'écrire des romans. Vous n'avez pas fait de film. Non, pas il y a 2 ans. Et ça a duré 2 ans après ça. C'est ça que je dis, pas il y a 2 ans. Ça a duré. Ça a même duré presque 3, oui. Oui. Justement, c'était à la suite d'un film qui s'appelle Faut pas rire du bonheur. Voilà, la quinzaine, une bonne presse. Bon. Plus d'envie. Oui, c'était trop tôt. Donc, j'étais un peu... et du coup, des romans, oui. J'ai écrit pendant 2 ans et demi des romans. Et c'est le fait qu'un des romans ait pu être choisi par un réalisateur avec cette envie de vouloir l'adapter il y a eu quelque chose qui a... Ouais, c'est arrivé à un moment donné, en tout cas, où ça m'a fait du bien et ça m'a redonné confiance. Est-ce que vous avez l'impression, vous l'avez dit, que vous avez progressé? Parce qu'en fait, vous êtes un autodidacte, concrètement. Est-ce que vous avez la sensation de progresser, de vous rapprocher d'une forme de travail qui vous est la meilleure? Oui, mais c'est pas une progression qui est forcément liée à ce que vous voyez sur l'écran. C'est une progression avec moi. C'est que j'accepte maintenant beaucoup plus l'idée que c'est pas la volonté qui fait la qualité, mais c'est plus la qualité du désir que la volonté de ce qu'on met à l'intérieur de cette obligation de fabriquer. Donc de ce côté-là, oui, j'ai progressé. C'est ma dernière question, car c'est bientôt la fin de cette masterclass, Guillaume Niclou. Quels sont les projets qui aujourd'hui suscitent du désir? Est-ce que vous avez des images? Au début de cet entretien, vous avez parlé de Jeanne d'Arc, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses que vous rêvez de faire? Des films que vous rêvez de faire? Oui, les prochains, oui. Et lesquels sont-ils? Comment? C'est lequel? Le prochain projet je ne vais pas en parler. C'est pas en langue française, peut-être. C'est peut-être pas en France. Mais bon, c'est pas... Après, vous savez, les projets, c'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas, hein. Vous n'avez jamais de moment de frustration? Si, tout le temps. Oui. Oui, ça n'est que ça. Mais c'est la gestion de cette frustration de façon à l'optimiser, la transformer. Voilà, c'est... La frustration fait partie intégrante. Moi, je suis toujours surpris des gens qui sont contents. Hein. À la fin d'une journée, c'était bien, j'ai bien tourné, j'ai fait des beaux trucs, je suis content de moi. C'est super. Pour eux, c'est super, ça doit vraiment être super. Non, pour moi, c'est parfois un peu compliqué. Hein. Non, c'est pas toujours l'école du rire.
Mais ça, c'est avec moi et moi à l'intérieur. Hein. C'est quand on est plusieurs à vivre les événements. Bah oui. Mais heureusement, on a des élans de satisfaction, des moments de plaisir, évidemment. Mais non, souvent, c'est quand même un peu ardu. Hein. Mais puisqu'en plus, vous ne voyez même pas les films à la fin, à quel endroit je les vois, mais le plaisir? Si, je les vois, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Un petit peu, c'est-à-dire vous en éprouvez une petite jouissance et après on... Ben oui, parce que c'est pas la jouissance qui est importante, c'est le désir. Je pense que c'est la meilleure conclusion possible à cette table ronde. Je vous demande d'applaudir Guillaume Niclou, s'il vous plaît. Ben merci à vous.